Maestro, Oui, là, oui, là, on te voit, tu es sur l'écran. bien. On a dû perdre les gens en route, hein. Oui, ça. Donc, on peut commencer, mon frère. Oui. Le public est là. Est-ce que tout le monde a reçu le lien? C'est ça la question. Parce qu'il y a les deux liens. Soit ils peuvent me suivre soit par Ah, le lien de Facebook que j'ai envoyé, oui. bon, mais parce qu'ici, c'est restreint, je veux dire, c'est pas, parce que c'est une dizaine, d'après ce qu'il m'a dit, là, une dizaine. Ah, il peut le suivre quand même? Hmm? Ceux qui étaient là jusqu'à présent peuvent suivre? Oui, 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 oui. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, c'est juste voilà, que sur l'écran, on met les gens qui vont parler. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci, merci. Donc, nous reprenons le cours de la journée d'études América latine, prise de parole subalterne, noire, pratique de représentation, questionnement politique et identitaire, 20e, 21e siècle. Donc, nous en sommes à la troisième session intitulée Reconnaissance, méconnaissance, puisque c'est un couple qui va ensemble, hein, enjeu idéologique que le frère Palentero, Jason Arcadio, docteur Jason Arcadio Meneses Copete, va donc modérer. Bon, la question de la reconnaissance c'est abyssale, hein. On ne peut pas ne pas la vouloir, semble-t-il, hein. Mais en même temps, il ne faut pas que la reconnaissabilité, pour ne pas entrer dans les grands débats philosophiques, arrive à objectiver le sujet venant à être reconnu au point de le couler tranquillement dans les modalités hégémoniques de la reconnaissance. Donc, comment créer une politique de la reconnaissance qui ne bâillonne pas le sujet reconnu dans les formes dont je viens de parler? Toute forme de reconnaissance, l'une de celles-ci étant celle qui construit quelqu'un en tant que noir avec ce que Fanon nous dit, hein, maman, voici un noir. Bon, il est reconnu comme un noir, là, c'est une forme hégémonique de reconnaissance raciale. Donc, c'est vraiment une question terrible, hein, à laquelle nous sommes conviés et bon, à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés certainement dans nos activités, dans notre vie, tout simplement, hein. Comment se défaire donc des critères hégémoniques de la reconnaissabilité pour tracer, continuer à brusquer quelque chose dans les champs dans lesquels nous sommes. Maestro, je te laisse la parole, hein. Voilà, en te remerciant d'avoir assumé la technique jusque-là et de continuer à l'assumer en même temps que maintenant tu vas assumer ton rôle de modérateur. C'est à toi. Merci. D'accord. Merci, maestro. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Bon, on va continuer dans cette journée en hommage à Madame Marlène Marty. Et on continue avec la section 3, reconnaissance, méconnaissance, enjeux idéologiques. Et on a, voilà, le plaisir de retrouver Madame Jean-Rosine Abomo dans cette section, Monsieur Merlot Banda, Madame Marie Ovalle, ou Mademoiselle Marie Ovalle, et Ariel Tapia. Donc, vamos a seguir, digamos, el orden de la palabra que está en el marco del programa. Entonces vamos a iniciar con Mademoiselle Jean-Rosine Abomo, Mi yo Imba y el otro, leer Vinti de Nedi Okorafor.
Rosine Abomo es pedagoga y filóloga camerunesa, titular de un máster en estudios hispánicos. Su campo de investigación tiene que ver con la ciencia ficción y el afrorrealismo y sus aplicaciones en la literatura y el cine. Desde 2019 es estudiante de doctorado en la Universidad de Marwa, Camerún. Actualmente está investigando en la Universidad de Alcalá, España, en el marco de un programa de movilidad académica. Agradecemos la participación y damos la bienvenida entonces a Rosine Abomo. Vale, gracias por concederme la palabra. Con este tiempo dedicado voy a ir al ritmo del reggaetón y dando lo esencial. Mi yo Imba y el otro, leer 20 de medio corazón. Lamentando los estereotipos sobre su yo afroespañola, Lucía Mbomio declara: mi cuerpo negro, nuestro cuerpo, tu cuerpo es una pizarra. Lo han escrito 1000 veces, lo han llenado de garabatos, lo han borrado y han vuelto a dibujar letras, teorías, ideas que siempre no nos pertenecían, pero que a la fuerza nos vestían. Pesaban toneladas y las teníamos encima. Con estas palabras, la escritora y periodista denuncia la mirada desde arriba ejercida sobre los pueblos subalternizados. El referido fragmento del prólogo que acompaña el ensayo, Te puedo tocar el pelo, ratifica la entrega de futurismo africano Binti. La novela brota en un contexto de segregaciones espacial y racial. La agresión protagonizada por los Kush, los habitantes de Umsauni y las medusas ha provocado el ensimismamiento de la comunidad Imba. Este ambiente de antagonismo en la novela suscita un par de interrogaciones que guían la presente comunicación. La primera de estas es: el Imba y el otro, choque de civilizaciones. La trama de ciencia ficción y fantasía Binti oscila entre rechazo y desafíos entre la cultura Imba y el mundo exterior. Dichas oposiciones justifican el postulado del choque de civilizaciones. Por este concepto geopolítico, Arnold Toynbee designa el resultado del contacto espacial de las civilizaciones. La cohabitación topográfica de las culturas diferentes genera dos actitudes: sometimiento o expulsión. La narración llevada a cabo por dos voces silenciadas por la cultura dominadora describe el choque cuadrilátero entre las medusas, los Kush, Umsauni y los Imba. La admisión de la joven Binti en la universidad más influyente de la Vía Láctea origina el acercamiento espacial de los cuatro beligerantes. Dado que constituye el elemento de junción de las cuatro civilizaciones, narra la representación de su comunidad en el espejo de los demás. En cuanto sujeto transindividual, los comentarios ajenos sobre su ser y su actuar expresan los estereotipos que pesan sobre los Imbas. Esta mirada ajena traduce a la vez negación y exotismo. Binti, por su apariencia, asume con orgullo su identidad Imba. Uno de los elementos característicos de las mujeres de su comunidad es su peinado. El primer choque que experimenta viene originado por el rechazo sistémico de su estética capilar por las mujeres Kush. En la fila de embarque en la nave espacial, descubre que su pelo es malo, según la percepción de sus paisanos. Su cabello va asociado con comentarios y un cuestionamiento despectivos. Nadie quiere acercarse a ella por temor a manchar su vestido y los pasajeros se cubren la boca con unas manos por el olor apestoso de su cabello según sus pretensiones. Otros, para satisfacer su curiosidad, se acercan a ella, tocan su pelo, considerado como algo exótico. Otro elemento cultural de los Imba despreciado por la mirada desde arriba es su piel. Los Imba cubren su cuerpo con el llamado otice, arcilla roja de su tierra.
Esta práctica estética viene interpretada como falta de higiene corporal por sus profesores. En Namib, la discriminación de los Imba viene codificada en las normas institucionales. Por ello, Binti, uno de los múltiples viajeros en fila a la puerta de embarque, llama la atención de la guardia de seguridad. De la mirada del agente policíaco se nota la sospecha y el asombro. Binti es la única que debe pasar un examen completo. Ante tanto acoso, acaba sintiendo calor en un terminal resfriado por la presión social. El acoso social iniciado desde el aeropuerto se intensifica. En el planeta Umsauni, experimenta el acoso mediático. Descubre en los medios de comunicación de su pueblo, del nuevo espacio de estudio, que ella es la metáfora de un ser exótico y fascinante, oriundo de un lejano planeta azul y su etnia, una tribu sin civilizar. La mirada estereotipada de los humanos sobre la etnia Imba también caracteriza las medusas. La especie alienígena considera a la comunidad Imba como asesina. Por tener una dieta fundamentalmente basada en la carne de animales cazados y la cosecha de plantas, la comunidad de la protagonista es etiquetada como exterminadora de la biodiversidad. Lo expuesto resume el acoso social contra una comunidad, con Binti como objeto de curiosidad que suscita la pregunta ¿por qué eres Imba? Respondiendo orgullosamente a esta presión social, Binti toma la palabra para exponer sobre su tierra, sobre su mundo. Se convierte desde luego en la embajadora de la estética femenina Imba. De su pelo, subraya que es un código. En efecto, el peinado de las Imba simboliza el linaje, la cultura y la historia de la familia. A cada nacimiento de una niña Imba, el padre diseña un código que la madre y las tías aprenden a trenzar. La mujer en su comunidad representa a la guardiana del linaje y de la tradición. Sobre el color marrón rojizo de su piel, Binti explica el porqué del uso del otice. Se trata de la arcilla roja de olor dulzón. Esta estética viene justificada por la ubicación de su etnia en una tierra desértica, una región donde hay arcilla roja sagrada. Ungir el cuerpo de esta materia sagrada traduce la relación filial de los Imba como hijos e hijas de la tierra. Prohibir el otice a un miembro de su comunidad se asimila a quitarle el alma. Prohibir el otice a un miembro de su comunidad se asimila a, se justifica por desarraigarle. Su primer encuentro con el profesorado de Umsauni es la tribuna por excelencia para desconstruir los prejuicios sobre su cultura. A nombre de los suyos, Binti explica: ninguno de ustedes ha visto jamás a alguien como yo. Mi gente vive cerca de un pequeño lago salado que limita con el desierto. En mi tierra, el agua potable, la que los humanos pueden beber, es tan escasa que la usamos para bañarnos como hacen otros. Nos lavamos con otice, una mezcla de arcilla roja de la tierra y aceite de las flores autóctonas. El apego del Imba a su madre tierra es tan significativo que no le gusta abandonar su tierra, no viaja, no se mueve, porque su tierra ancestral es vida. Según su cosmovisión, alejarse de su tierra es optar por la extinción. Atacándose al mito del exotismo sobre su ser y su comunidad, Binti se revela la fuente del saber matemático de su pueblo. La ciencia es innata en los Imba. Partiendo de su propia experiencia, subraya que ha heredado del don de la visión matemática de su madre. Además, la mistagogia es el método pedagógico de su comunidad. La educación consiste en la introducción del discente en los principios sagrados ancestrales. La finalidad de tal proceso de aprendizaje es desarrollar en el Imba la competencia armonizadora.
Este ideal educativo nos permite cuestionar el papel de la ciencia. ¿Sería destinada a humanizar o a deshumanizar? Los IMBA, según narra y actúa Binti, lo resuelven todo por las matemáticas. Este detalle nos permite formular críticas acerca de las llamadas estrellas negras. El recurso a la expresión "es el primer negro en" no participaría de la periferización cultural. Por su actitud ante la ofensa, Binti asume su función como maestra armonizadora. Opta por el diálogo intercultural para subvenir las verdades de la historia oficial. Ahora bien, ¿cómo reaccionan las medusas, otras víctimas de la soberbia del mundo externo a su comunidad? Las medusas, a diferencia de los imba, son expertas en guerra. No obstante, no matan por matar, necesitan un propósito. Los choques culturales antes evocados conducen al acercamiento del mundo novelesco de Nnedi Okorafor y la llamada era de la brutalidad de que hablan Bembe. ¿Cómo armonizar este mundo brutal? Con esa interrogación pasamos a la segunda pregunta que guía esta comunicación. Binti de Nnedi Okorafor, metáfora del universalismo africano futurista. Los antagonismos culturales narrados en Binti suscitan múltiples interpretaciones. De entrada, la ficción presenta tres finalidades educativas que vamos a sintetizar en tres interrogantes: ciencia para someter, ciencia para matar o ciencia para armonizar. La entrega aparece en este sentido como una crítica del capitalismo animista y un elogio de lo no civilizado. El planeta agonizante debe volver la mirada hacia las comunidades ancestrales regidas por el humanismo. El mérito de la novela Binti es reunir a 4 civilizaciones rivales. Por lo tanto, es un guiño al ideal plural del mundo plasmado por el futurismo africano. Resucita el llamado encuentro del dar y del recibir de que habla Seda Senghor. Binti, por celebrar la cultura imba que desplaza el centro, aparece como una interpelación sobre la poca o nula consideración hacia las minorías étnicas. Por eso nos preguntamos, ¿cómo exigir el respeto de africanos y de sus descendientes si se tienen marginados a los pigmeos y a los masái? A modo de conclusión, el telón de fondo de Binti es la apología del futurismo africano. Por su mezcla de la cultura africana y del jujuismo, proyecta el porvenir del planeta. Apoyándonos en este principio, convocamos uno de los elementos simbólicos de la ecología del continente cuna de la humanidad para abordar el posicionamiento del africano y de su diáspora en el mundo. ¿Sería Binti la proyección de un mundo de las identidades ceiba? Como la ceiba, Binti es la alegoría del sólido enraizamiento. Sus gigantescas raíces llaman al conocimiento de los saberes ancestrales y la cosmovisión africanos. La autoafirmación y el apego a la madre tierra garantizan la apertura a otras culturas sin riesgo de asimilación. Por ello, las raíces de este árbol tropical son más gruesas que sus ramas. Por su altura y el grosor de su tronco, la ceiba es la metáfora de la representatividad de la voz africana en el mundo. Es una invitación a la ruptura con el anonimato y la celebración del esplendor cultural africano. Por su función de árbol de la palabra en algunas regiones de África, la ceiba viene proyectada como mediadora de la paz en un mundo regido por la brutalidad. Gracias por su atención.
On ne vous entend pas, Jason. Le micro. Et le micro, Jason, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le micro. Vous n'avez pas activé le micro. Est-ce qu'il m'entend? Ah, Dios mío, los problemas técnicos, lo siento. No pasa nada. Lo siento. Entonces retomo agradeciendo a la Ecovia Yaguacina Bomo. Lamentamos, ¿cierto? Sus problemas técnicos no hicieron posible transmitir o compartir las imágenes que ella había seleccionado para su presentación. Y ahora entonces damos el paso a la segunda presentación del Ecovio Merlot Banda, que se titula Francophonie et politique linguistique en Afrique noire, version linguicide de langue maternelle, le cas du Gabon. Entonces presentaba a Lecovio Merlot, est un doctorant inscrit au sein de l'école doctorale intermédiaire ED 144, membre du Centre de recherche sur les sociétés et environnement en Méditerranée, RECEM. Il travaille sur la direction de la professeure Mercé Pujol. Ses recherches doctorales évaluent la pertinence de la problématique des idéologies et politiques linguistiques éducatives en Afrique francophone en se fondant sur les contextes particuliers du Gabon avec l'espagnol pour études de cas. Donc, Ecovio Merlot, bienvenido y... Gracias. Te escuchamos. Là, ça s'est passé, c'est bien. Oh là là. Alors, je peux procéder au partage d'écran. Là, ça va? Oui, pour moi, ça va. Je peux procéder au partage d'écran. Vous me permettez? Je peux, non? Je vais essayer. Alors, je ne sais pas. Ça. Ça y est, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que là, je n'ai plus, du coup, je n'ai plus accès. Ah non. Du coup, moi, je n'ai plus accès à problème technique. Désolé. Ah. Non, c'est pas fenêtre. Ouais, c'est la fenêtre. PPT Grenal, je pense que c'est ça. Ecovio, est-ce que tu veux présenter quelque chose? Ah oui, je vais partager mon écran. Donc, je ne savais pas comment ça marchait. Alors, j'avais appuyé partager tout l'écran. Mais c'est tout en bas, au centre. Non, c'est pas ça. Je vais... Donc, il y a les trois options partagées, les diaporamas. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Est-ce que ça s'affiche là? Non, pas encore. Non. Bon, excusez-moi, je vais essayer. Excusez-moi un instant. Mais il faut d'abord, tu ouvres les documents, la présentation, voilà. Ok. Et après, j'ai ouvert déjà le document. Donc, je vais essayer. Partager, fenêtre.
Voilà. Non. Mais ça ne se voit pas. J'arrive pas. Je sais pas si je vais faire 100. Ouais. Non, pas tout l'écran. Sinon, Fenêtre. tu me l'envoies. Je pense que c'est ça. Tu n'arrives pas. Là, au centre, partage d'écran. Ou je vous l'envoie, vous le partagez hein, pour faire court, pour ne pas perdre du temps avec les aléas de connexion. Je ne sais pas, j'ai produit un PowerPoint en fait. Attendez, je vais essayer de le fermer. Hein? Je vais essayer de fermer. Voy a intentar de nuevo. Bueno. Ay. Bon. Alors. Non. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on avance avec... oui, je pense qu'on peut faire ça. Hein, si, Oui, donc tu me l'envoies par mail et voilà, je télécharge. Non. Oui, parce que sinon, on restera bloqué. Oui, oui, Donc, je pense que je vous l'envoie. Partager ça. Ou après, je peux faire ça hein, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Tu veux le faire. Yo puedo presentarlo sin compartir el PowerPoint, porque había previsto un PowerPoint, pero puesto que no logro compartir pantalla, lo puedo hacer así. Sauf si après, ok, bon, alors. Bon, commençons alors. Ouais, je pense que je vais essayer autre chose comme ça. Et après, je vais essayer de partager tout, partager l'écran. Voilà, parce que là, j'ai tout. Alors, je vais essayer partager tout. Oui, je vais essayer comme ça. Et là, mon écran s'affiche comme ça? Non. Ah, attends, j'ai trouvé là. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Okay. Très bien. Bon, je suis désolé, j'ai dû éteindre la caméra parce que là, j'ai partagé tout mon voilà, tout l'écran. Normalement, j'aurais dû partager la fenêtre, mais bon, je ne maîtrise pas déjà l'application de Medium, donc désolé. Mais bon, ¿me entienden? Hola, Jason. Oui, oui, on t'entend très bien, c'est bon. Bueno, vamos a empezar, pues. ¿Y se ve la pantalla también? Tu peux allumer ton caméra, hein? Bueno, yo no sé, je n'arrive pas parce que là, je partage tout, j'ai partagé tout l'écran. No he compartido bueno, je n'ai pas partagé la fenêtre, mais j'ai partagé tout l'écran, en fait. Donc là, je ne peux pas allumer la caméra, je ne sais pas. On ne me verra pas parce qu'on verra la caméra, l'écran. D'accord, ok. Je suis désolé, on peut, voilà, je pense qu'on va aller comme ça parce que là... Ouais. Bueno, bueno, gracias. Bueno, voy a presentar en francés. Dans un premier temps, je tiens à remercier le professeur Lavou et toute son équipe pour l'organisation de cette journée d'études, donc en hommage à Madame Marlène, qui est donc considérée comme le poumon du Grenal. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être parmi les participants. Alors, l'objet que je vais partager avec, l'objet autour duquel nous allons
réfléchir ensemble, qui me servira de contribution. Je l'ai titré. Alors, c'est une réflexion qui se propose d'examiner donc les politiques linguistiques en Afrique francophone noire et avec le Gabon pour étude des cas. L'objectif est de montrer comment l'idéologie linguistique de la francophonie conduit ou conduirait, si vous voulez, à la légifération d'une politique linguistique monolingue dans ce territoire multilingue. Et ce qui serait donc la cause de ce que j'appelle, au sens de Claude Agege, le linguicide des langues maternelles. Alors, je l'ai titré « Francophonie et politique linguistique en Afrique noire vers un linguicide des langues maternelles, le cas du Gabon ». Vous voyez ici que l'objet donc a déjà un caractère interrogatif, donc je vous essaie une invitation à réfléchir avec moi, à émettre des idées. Donc c'est beaucoup plus une discussion. Voilà. Et ma présentation se fera autour de 5 points. Dans un premier temps, je vais d'abord, de façon très laconique, essayer de présenter donc les approches théoriques et conceptuelles de notre recherche. Pourquoi? Tout simplement parce que notre objet est composé de certains concepts auréolés d'un flou sémantique devenu, d'un flou sémantique ambivalent et polymorphe. Donc, il convient de préciser clairement donc, dans quelle définition est-ce que nous nous inscrivons pour mieux comprendre l'objet. Nous présenterons ensuite la problématique de recherche avant de s'étaler de façon très synoptique sur la situation sociolinguistique gabonaise et ensuite nous mettrons en exergue les politiques linguistiques gabonaises avant de discuter les résultats et émettre des perspectives. Alors, approche théorique et conceptuelle. Bon. Notre recherche s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique que Henri Boyer considère comme une linguistique qui, sans négliger les acquis, sans négliger l'approche structuraliste, situe son objet dans l'ordre du social et du quotidien. Donc, pour étudier la langue, donc au prisme du politique et des institutions de celle-ci. Alors, vous comprenez, donc c'est pourquoi nous allons aborder justement la dimension politique, parce que la sociolinguistique nous donne le droit à cette approche. Alors, le deuxième, parmi les concepts qu'il convient de définir et de préciser justement notre positionnement épistémologique, il y a celui de la francophonie, qui est un concept ambivalent et selon Walter, auréolé d'un flou sémantique devenu, pour reprendre ses propres mots, assez gênant. Donc, ce concept se situe entre défroque coloniale et politique de globalisation, selon Diouf, dans la préface qu'il a signée du livre de Sénacar et Al. La francophonie, donc, renvoie à une réalité bidimensionnelle qui renferme une portée politique, donc avec un grand F, et une dimension linguistique avec un F minuscule. Donc, lorsque nous parlerons de francophonie ici, j'aimerais que nous puissions être tous, d'accord, avoir à l'esprit que nous faisons allusion, non pas à la francophonie dans son sens politique, économique, mais plutôt dans la dimension linguistique, donc francophonie avec F minuscule, selon, voilà, comme l'a différencié Tatou. Un autre concept qui peut également poser problème tout de suite, c'est dont la mention peut poser problème, c'est celui de politique linguistique. Voilà, parce qu'il est souvent associé à la planification linguistique, selon Robillard. Moi, je m'inscris dans la visée de Louis-Jean Calvet et Henri Boyer, qui définissent la politique linguistique comme étant la détermination des grands choix en matière de relations entre langue et société, alors que sa mise en pratique est la planification linguistique. Alors, pourquoi préciser cela? Parce que
la sociolinguistique gabonaise s'accorde pour dire que le Gabon n'a pas de politique linguistique. Alors, pourquoi? Mais parce que simplement, il n'y a pas une légifération, n'est-ce pas, de certaines politiques, donc de certaines velléités ou volitions, si vous voulez, par rapport aux langues maternelles. Alors, au sens de Louis-Jean Calvet et de Henri Boyer, pour qu'il y ait politique linguistique, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait légifération. Donc, lorsque nous sommes dans des grands choix, dans des volitions, on peut parler de politique linguistique, alors que l'aménagement linguistique implique justement la légifération. J'aimerais donc préciser cela pour éviter de s'attarder dans un débat assez nébuleux et dont je pense que la sortie n'est pas encore n'est pas proche au Gabon. Alors, le dernier concept, c'est celui de langue maternelle. Alors, c'est une entité sémiotique polymorphe, je le reconnais, et équivoque parce qu'elle ne correspond justement à aucune réalité scientifiquement maîtrisable, selon Louis Daben. Et donc, la définition est loin d'être aussi claire et aussi stable que le laconisme des dictionnaires pourrait bien sûr le laisser croire, et comme le confirme Urbain. Alors, pour Castellotti recense 4 critères qui sont généralement invoqués dans les différentes approches définitionnelles du concept de langue maternelle. Donc, le premier, c'est la langue de la mère. Le deuxième, la langue de première acquisition. Le troisième, la langue la plus maîtrisée. Et bien sûr, la langue acquise en contexte naturel. Alors, moi, je m'inscris dans le premier critère, la langue de la mère. Pourquoi? Parce que je suis africain, je suis de coutume Ndzebi. Et donc, chez nous, les Ndzebi, nous sommes, et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup, pour la majorité des communautés ethno-linguistique gabonaise, nous sommes matriarcats. Ça veut dire que nous sommes matriarcats. Et à quelques exceptions près, à l'instar du Fan et des Saké qui sont patriarcats, la plupart des communautés ethniques gabonaises sont matriarcats. Donc, l'appartenance est liée à la mère. Donc, c'est pourquoi, donc justement, moi, je m'inscris dans ce contexte-là parce que justement, quand on parle de la mère, chez nous, la mère est un symbole d'appartenance communautaire. Donc, voilà un peu le domaine, enfin le critère dans lequel je m'inscris quand je parlerai de langue maternelle. D'autres pourront l'appeler langue vernaculaire, langue endogène ou encore, comme la Constitution, voilà, de façon théorique, le dit, langue nationale, mais moi je parle de langue maternelle, sans y conduire justement le possible débat qu'il y a autour des critères de définition. Alors, notre recherche se propose d'analyser donc au prisme de la francophonie, comme je disais tantôt, les politiques linguistiques appliquées donc en Afrique subsaharienne, avec le Gabon pour étude des cas, bien sûr. Donc aussi suscite-t-elle de multiples interrogations, notamment quelle est l'idéologie linguistique véhiculée au sein de la francophonie? Donc, quelle est la nature des politiques linguistiques en Afrique subsaharienne? Quelle place donnent ces politiques aux langues maternelles et quel est l'impact justement de ces politiques linguistiques sur la standardisation des langues maternelles? Alors, avant toute chose, permettez-moi de présenter donc la situation sociolinguistique gabonaise pour comprendre un petit peu la factualité, n'est-ce pas, dans laquelle se trouve dans la factualité du marché linguistique gabonais. Voilà, pour ainsi dire. Donc, le marché linguistique gabonais est un marché linguistique, donc il est plurilingue. Pourquoi? Parce qu'il promeut plusieurs produits linguistiques, donc tant endogènes et allogènes. Alors, le multilinguisme de ce marché linguistique n'est pas dû uniquement à la coexistence de plusieurs langues, donc exogènes et endogènes, maternelles et étrangères, si vous voulez, au sein de son territoire, mais avant toute chose, c'est d'abord dû au fait que le patrimoine vernaculaire, donc les gisements dialectophones endogènes sont déjà nombreux, et donc au point où ça lui donne déjà, même sans tenir compte d'abord des langues exogènes, un caractère multilingue. Donc, alors, ces langues donc, sont estimées, qui sont donc d'origine bantou pour la plupart, excepté le Baka, sont estimées à une 50aine. Et les travaux de Franck Idiata, donc les classes en 8 groupes, comme vous l'avez sur l'écran. Donc, on a le groupe Fon qui comprend 6 dialectes, le groupe Miene qui comprend 6 dialectes, le groupe Kota Kele qui renferme 15 dialectes, le groupe Tsogo Apinji qui est lui composé de 6 dialectes, le groupe Shirapunu qui comprend 6 variétés, le groupe Nzebiduma qui renferme 6 parlers, le groupe Mbedekele qui est composé de 5 variétés et le groupe Pygmée qui renferme 6 variétés. Alors, justement, tantôt je parle de dialecte, tantôt je parle de variété, tantôt je parle de
voilà. Alors, pourquoi que je parle pourquoi? Alors, c'est fait à dessein. Hein. C'est parce que justement, comme le reconnaît Franck Kidiata, l'un des obstacles premiers auxquels se heurte la recherche en linguistique au Gabon sur les langues maternelles, c'est d'abord le statut accordé à ces langues. Donc, pour d'autres, ce sont des dialectes, pour d'autres, ce sont des langues. Selon Dodo Bungenza parle de langue parce qu'il s'inscrit au prisme donc de la démocratie linguistique directe, tandis que Franck Kidiata parle de langue interethnique, d'autres, Kwenzi Mikala, pour fuir le débat, il parle de variété ou de parler, voilà. Donc, c'est justement pour peindre cette réalité-là que j'ai fait exprès de varier justement la désignation, mais moi, je parle des langues maternelles. Alors, donc, ces différentes langues sont donc réparties sur le territoire gabonais à travers une fragmentation ethnique du pays assez claire, hein, même si, comme le reconnaît Franck Kidiata, aujourd'hui, il est difficile d'établir, donc, il est difficile en fait il serait illusoire de limiter une communauté donnée à une partie spécifique du territoire national, même si, pour répondre les propos de cet auteur, on reconnaît que X groupe est ressortissant de X région. Donc, vous voyez clairement, comme la carte le montre ici, que le territoire gabonais est un territoire disons, qui renferme, n'est-ce pas, des gisements dialectophones assez importants. Et vous avez donc à droite ici le tableau, donc les différents groupes précités dans la classification de Franck Kidiata. Alors, j'aimerais également préciser que, attention, ici par exemple, le groupe Kotakele, qui semble avoir le plus des variétés en son, donc des variétés en son sein, donc qui sont donc des variétés ici, n'est pas donc, la factualité, n'est-ce pas, du terrain, ne le reconnaît pas comme étant, n'a pas la primauté, parce que voilà, la primauté, selon les travaux qui ont fait école, est donnée au groupe FAN, Chirapounou et le groupe Nzeli Douma. Alors, les langues exogènes, alors, Kwenzi Mikala les répartit en deux groupes, donc on a des langues d'origine africaine et européenne. Le premier groupe est formé des langues de la migration, de la migration africaine, et Kwenzi Mikala recense donc les langues, plusieurs langues, hein, à l'instar du Kikongo, qui sont là, le Kikongo, le Lingala, qui sont parlés aussi en République démocratique du Congo, et Congo-Brazzaville, le Bamileke, le Hondo, qui sont parlés aussi au Cameroun, le Igbo, parlé au Nigeria, le Yoruba, parlé au Nigeria, au Bénin, le Fon, parlé au Bénin, le Ewe, le Mina, parlé au Togo, le Bambara, qui est parlé au Mali, le Wolof, lui, qui est parlé au Sénégal. Alors, s'agissant du deuxième groupe, l'auteur recense le français, qui est donc le reliquat de la colonisation, l'anglais, qui est la deuxième langue de choix du pays, comme on verra plus tard, l'espagnol, l'italien et l'allemand, qui sont enseignés à l'école comme des disciplines à part entière dans une visée justement de calque, hein, du système français. Le recensement, donc, alors récemment, le mandarin s'est fait une place de choix sur le marché linguistique du pays. Et aussi, outre ces langues, on observe depuis quelques années l'introduction d'un nouveau produit sur le marché linguistique gabonais qui est un sociolecte qui régit les pratiques langagières de la majorité des jeunes du Gabon, qui n'est autre que le Toli Bangando. Donc, tout cela montre clairement que le contexte sociolinguistique dans lequel donc, du Gabon est un contexte multilingue, c'est le plurilinguisme gabonais, normalement ne devrait pas faire débat. C'est un fait, c'est une factualité. Alors, face à cette réalité plurilingue, quelle est la politique ou les politiques linguistiques qui ont été votées ou qui sont appliquées dans ce territoire? La logique voudrait bien sûr que face à cette réalité plurilingue, qu'il y ait une politique aussi justement qui privilégie l'approche multilingue et interculturelle. Mais bon, comme on le verra plus tard, la politique linguistique gabonaise a promu premièrement de donner le veto aux Français. Voilà, selon l'article 2 de la Constitution du 23 juillet 1995 qui stipule ceci, je vais lire pour vous. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Et alors, je pense que c'est assez simple. Hein. Ici, le français, donc la constitution gabonaise
eh bien, le français bénéficie d'un statut particulier, donc que lui confère la Constitution. Eh bien, elle est donc langue officielle, elle est à la fois langue de l'administration, des médias, de l'institution scolaire, elle est aussi le médium et objet d'enseignement. Le français apparaît donc comme une langue seconde et même de première socialisation en zone urbaine, selon Pambou. Et la langue familiale, le français est pratiqué à des compétences diverses par toutes les classes d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, la langue des villes et des villages, il sert de véhiculaire interethnique, comme le reconnaît Eugénie Ayon. Alors, c'est pourquoi je parle de veto, parce que bien sûr, la prédominance du français sur le marché linguistique gabonais, je pense qu'elle est incontestable, hein, parce que, voilà, je pense que Kwendi Mikala, les études de Kwendi Mikala ont démontré que le français aujourd'hui est la langue maternelle de plus de 30% de la population, donc librevilloise. Alors, outre donc le veto accordé aux Français, on a donc une volition qui nous conduit vers l'adoption de l'anglais comme deuxième langue officielle de la part du gouvernement. Alors, je disais tantôt que je parle de politique linguistique, je parle des choix, même qu'il y ait légifération ou pas, quand on parle de choix, nous sommes dans la politique linguistique selon Calvet et Boyer que j'ai cité tout à l'heure. Donc, le Gabon avait décidé, il y a près de 8 ans, en 2012, d'adopter l'anglais comme deuxième langue officielle du pays, pour ceux qui, voilà. Cette volition de politique linguistique s'est matérialisée par la formation et l'immersion des centaines d'enseignants dans des pays anglophones de la sous-région, même si, bien sûr, le projet fait l'objet de controverses, comme le reconnaît le linguiste gabonais Moussirou Mouyama. L'État argue le fait que le Gabon deviendra le 55e État membre du Commonwealth, c'est prévu d'ailleurs pour janvier 2022. Alors, après l'abolition, donc tournée vers l'anglais comme deuxième langue officielle, alors on a l'institutionnalisation des langues étrangères, alors qui est donc, comme je disais tantôt, qui est calqué du système français. Le système éducatif gabonais accorde donc bien sûr une place de choix aux langues étrangères qui sont enseignées du primaire à l'université. La grande majorité de ces langues sont donc des langues néo-latines, l'espagnol, l'italien, le portugais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme vous l'avez voté plus le contexte de la diapositive. Alors, même si depuis quelques années, on note l'institutionnalisation du mandarin dans le territoire dans le territoire par la création de l'Institut Confucius au sein de la principale université du pays, donc qui est bien sûr, je cite l'Université Omar Bongo, malgré cette diversité des langues, malgré la diversité des langues, malgré cette diversité des langues dans le système éducatif, la prédominance du français demeure immuable. Et Kobio, oui, si. Il faudrait conclure, s'il te plaît. D'accord, ok, très bien. Alors, je vais à la conclusion. Ok, alors donc après l'exploration des langues étrangères, nous avons là donc bien sûr, alors quelle est la place des langues maternelles dans cette politique linguistique? Elles sont tout simplement subalternisées. Voilà, et je suis en train de chuter. Elles sont simplement subalternisées. Et donc, la subalternisation des langues maternelles, se concrétise tout simplement par le fait que déjà, elles sont réprouvées à la sphère rurale et anématisées dans le système éducatif. Et je pense que l'épilogue du tunnel de ces langues en agonie demeure d'un point de vue conjectural, la mort. Cette factualité fait écho à un linguicide organisé. Alors, permettez-moi très rapidement de rappeler que le linguicide se manifeste de deux formes. L'absence de transmission intergénérationnelle des langues et l'adoption d'une politique linguistique qui met en œuvre des stratégies politiques visant à promouvoir exagérément une ou quelques langues données sur les autres systèmes en présence dans un environnement multilingue, selon Claude Agege. Donc, le refus de promouvoir l'usage public et l'enseignement des langues minoritaires. Donc, c'est pourquoi je parle de linguistique. Alors, je termine. Une minute, je parle donc... j'essaie de mettre une discussion. Alors, face à cette politique linguistique linguicide, est-ce que il s'agit d'une suggestion ou aliénation idéologique, ou nous sommes face au syndrome de Stockholm? Donc, je vous laisse réfléchir. Voilà, que Anna Mazana appelle aussi le syndrome de la validation blanche. Donc, on va y revenir. Moi, je pose la question. On va réfléchir ensemble. Suggestion idéologique, pourquoi? Parce que
la francophonie, à la base, selon Onésime Reclus, qui est donc l'inventeur de ce concept, la francophonie, la politique de la francophonie, c'est justement une aliénation, une suggestion des cultures endogènes et une promotion exagérée, ou même, voilà, du français. Et la première génération post-indépendance, les témoignages sont là et on fait école. Le français ne sait pas, pourquoi je parle de syndrome de Stockholm, parce que le français ne sait pas, n'a pas été désiré, il a été imposé avec ce que Bourdieu appelle une violence symbolique. Une violence symbolique dans la mesure où, pour ceux qui ont connu l'histoire du collier, je vais y revenir certainement lors des questions. Et donc, ici, Yaya Caballo. Donc, des prérequis pour l'adoption d'une politique. Hein, donc, oui. Dans les moments des échanges, voilà. Très bien. Ok, d'accord. Donc, oui. Voilà, on te remercie pour cette belle présentation. On remercie Mademoiselle Jean-Rosine Abom aussi. Donc, on va s'arrêter en ce moment et on va passer au premier lien qu'on avait. Je suis encore désolé pour ces changements, mais il paraît que voilà, la plateforme Zoom nous convient mieux. Donc, on va revenir dans les liens qu'on avait ce matin, d'accord? On part sur Zoom. Sur Zoom, voilà. Ah, d'accord. On est d'accord et on va continuer. Bon. Et on va continuer avec les autres présentations qui nous restent. Et voilà, donc on va revenir sur Zoom, d'accord? D'accord. Je commence déjà. Et désolé. Donc à tout de suite.